Du coup, bonjour, Cédric Poiry. Je vais présenter mon projet de thèse Califarmense qui porte sur le contrôle de la qualité des plantes médicinales phares de la pharmacopée en Nouvelle-Calédonie. On me pose souvent plusieurs questions par rapport à mon projet de thèse. Je vais essayer d'y répondre un peu aujourd'hui aux questions phares. La première question qu'on me pose souvent, c'est de me demander qui je suis. Cédric Poiry, comme dit, pharmacien, doctorant en première année. Et je ne suis pas seul impliqué dans le projet. Dans l'équipe qui m'encadre, on a mes deux directeurs de thèse, M. Edouard Naouya, de l'UNC et l'IRD, M. Mohamed Haddad, de l'IRD à Toulouse. À l'université, il y a M. Cyril Marchand, M. Maximilien Mathian, et à l'IRD en Nouvelle-Calédonie, il y a M. François Chassagne. Une autre question qui vient derrière, du coup, c'est sur quoi je travaille. Pour faire simple, les plantes médicinales. Pour faire compliqué, je vais faire un peu plus. En Nouvelle-Calédonie, 74% des plantes natives, trouvées à l'origine ici, sont dites endémiques. On les retrouve qu'en Nouvelle-Calédonie. Ça représente 2440 plantes retrouvées que sur le territoire. Sur le Caillou, 64% des plantes sont retrouvées sur des sols qui poussent sur des sols qui sont dits chargés en métaux lourds. Sur ces sols-là, 3% des plantes, 65 plantes, ont été recensées comme plantes hyperaccumulatrices de nickel. Ça veut dire qu'elles accumulent en très grande quantité du nickel dans diverses parties de la plante. Et en Nouvelle-Calédonie, 250 plantes médicinales ont été recensées. Ça représente environ 7% des plantes. La question qui s'est posée derrière, du coup, c'est est-ce que dans la médecine traditionnelle, il y a des plantes qui accumulent des métaux? Et si oui, est-ce qu'elles sont sûres d'utilisation? La question qui est née derrière, du coup, qui est la recherche, qui est, du coup, est-ce que le sol a un impact sur la qualité de la plante médicinale? Du coup, plusieurs questions se sont posées derrière. Est-ce qu'il y a la présence de métaux dans la plante? Est-ce qu'il y a une activité biologique différente? Est-ce que, du coup, il y a des molécules différentes au sein de la plante? Ou encore même, est-ce que la plante change en fonction du sol? Ces questions-là, on va y répondre par une analyse des métaux dans la plante, des tests biologiques sur les feuilles de plantes, une étude métabolomique, qui est une étude en fait sur le poids moléculaire de chaque molécule dans la plante, pour identifier, et enfin une analyse des sols. L'hypothèse de départ, c'est que les sols ont bien un impact sur la plante. Du coup, l'objectif principal est une étude chimique, biologique, métabolomique, de l'impact du sol sur la qualité de la plante. L'objectif secondaire sont de produire ou compléter des monographies des plantes étudiées, ainsi qu'informer et sensibiliser la population à la médecine traditionnelle. La question qui vient souvent derrière, c'est où est-ce qu'on en est? Je suis en première année, ma thèse a commencé en mars 2025, et si tout se passe bien, elle devrait finir en avril 2025 et devrait finir en mars 2028. Pour l'instant, je suis à la première partie de ma thèse qui porte sur l'étude que je suis en train de mener pour savoir un peu qui utilise quoi en Nouvelle-Calédonie. Ensuite, il y aura la partie test et analyse, et pendant toute la thèse, en concomitance, il y aura la rédaction de plusieurs articles scientifiques pour pouvoir partager les résultats, avec une partie à la fin qui porte sur la restitution des informations à la population. Pour faire plus simple, la thèse est répartie en plusieurs parties. Il y a la partie sélection, où, de par le temps et le budget d'une thèse, je ne pouvais pas travailler sur toutes les plantes médicinales. Il y a donc un choix qui a été fait sur 6 plantes, et je ne pouvais pas choisir de manière aléatoire les plantes que j'allais faire. J'ai fait une enquête ethnopharmacologique. Je reviens dessus juste après. Ensuite, il y a la partie récolte et préparation. Puis après, là, il y aura plusieurs tests qu'on va faire. Les tests de bioactivité avec d'isolement par bioguidage, c'est-à-dire qu'on va isoler la plante, enfin, on va extraire les molécules de la plante, on va isoler, purifier, et on va garder les fractions qui sont actives. Repurifier encore et encore, jusqu'à ce en gardant les fractions actives à chaque fois, c'est ce qu'on arrive à la molécule ou le mélange de molécules qui porte l'activité. On a plusieurs activités qu'on va tester. Cytotoxicité, pour savoir si la molécule est toxique envers les cellules. Une activité antibactérienne, et si le temps nous le permet, antidiurétique, anti-inflammatoire et antifongique. Ensuite, il y aura une analyse des métaux du sol et des métaux dans la plante. On va analyser aussi le pH du sol, la conductivité du sol, ainsi que la capacité en échange cationique, qui représente plus ou moins la fertilité du sol. Et enfin, il y aura l'étude métabolomique. Comme dit précédemment, c'est l'étude qui porte sur le poids moléculaire de chaque molécule. Chaque molécule a son poids très très précis, et en les éliminant sur une base de données, on peut les identifier comme ça. Et celles qui ne sont pas identifiées, ce sera à moi, du coup, de les isoler et les identifier derrière pour rajouter à la base de données. Pour l'instant, je suis à la première et deuxième partie de ma thèse. Première enquête, pour l'instant, j'ai mené une enquête ethnopharmacologique, c'est-à-dire qui porte sur l'utilisation de la médecine traditionnelle en Nouvelle-Calédonie. J'ai réparti à peu près les témoignages sur tout le territoire. Pour l'instant, on est à 150 témoignages. L'enquête se termine à la fin du mois. 150 remèdes ont été recensés, 130 plantes ont été enregistrées et récoltées sur le terrain pour pouvoir les identifier à l'herbier.
la cohorte, c'est-à-dire les personnes qui ont participé à l'enquête, était une cohorte mixte. Je voulais pas forcément que les tradipraticiens ou des personnes experts. Je voulais des jeunes personnes, des personnes âgées, des hommes, des femmes, des jeunes passant en ville, à la tribu ou en brousse. Le but, c'est d'avoir vraiment une idée de ce que la population calédonienne utilise en plantes médicinales. Si je prenais le classement des plantes, c'était pas forcément intéressant. De là, du coup, j'ai dû tirer un score qui dépend de plusieurs facteurs. Il y a le nombre de citations, le nombre de fois que la personne m'a cité, l'endémicité, savoir si la plante est locale ou si on la retrouve dans le monde, l'existence de reviews, d'articles de phytochimie, d'articles sur l'activité pharmacologique et la présence des métaux. Ce sont les facteurs qui m'ont permis de pouvoir sortir les plantes que je trouve intéressantes, c'est-à-dire des plantes que les gens utilisent, qui sont locales et qui n'ont pas encore qui n'ont pas été entièrement étudiées. Et donc, du coup, de là, j'ai pu tirer les plantes. Et en parlant des résultats, d'abord, je vais passer un peu sur les résultats de l'étude. Sur les plantes les plus utilisées, les plus citées par l'étude, du coup, en premier, on a le mitché, le corosol, le niaouli, l'aloe vera, l'herbe à verrue, le goyavier, le papayer, la citronnelle, l'eucalyptus, et enfin, le dernier, c'est le potch, qu'on appelle aussi bois tabou, bois pétrole. Et pour ceux qui se posent la question aussi derrière, le pourquoi on utilise la médecine traditionnelle, la plupart du temps on l'utilise pour la grippe, pour les brûlures cutanées, les maux de tête, la varicelle, les blessures, pour purger le sang, nettoyer le sang, pour la diarrhée, pour une purge plus simple que celle des îles-loyautés, pour juste nettoyer un peu le corps, pour les verrues et enfin pour la gratte. Et du coup, le score m'a permis d'isoler du coup les 6 molécules, les 6 plantes que j'ai choisies pour la récolte. Du coup, en premier, on a le Coleus forsteri, le mitché, le Fagraea bertheroana, le potch, bois tabou, la Chronica laevis, le poda, le Melaleuca quinquinerva, le niaouli, l'Heliotropium arboretum, le faux tabac, et enfin le Psidium goyava, le goyavier. On a récolté sur 5 communes différentes, qui sont à peu près toutes les communes qui rassemblent tous les types de sols, les grands types de sols sur le territoire. On a récolté à Pointe-d'Imier, à Lifou il y a 2 semaines, on va à Koné la semaine prochaine, à Bourail la semaine d'après, et à Yaté à la fin du mois. Je vais aussi répondre à une question qu'on me pose souvent derrière, c'est pourquoi que 6 plantes? Ou pourquoi que les feuilles de la plante? Pour faire le calcul, on récolte 500 grammes de feuilles sur 6 plantes différentes, en 3 réplicata, on ne peut pas tester une fois et dire ça marche ou ça ne marche pas, sur 9 types de sols différents. Ça représente 62 échantillons de plantes possibles, soit 80 kg de feuilles à traiter. C'est le maximum qu'on puisse faire pendant une thèse. Et du coup, avec le traitement qui va derrière, on a 3 jours de traitement, c'est-à-dire on va macérer pendant 2 jours, puis traiter l'extraction. En batch de 4 par 4, ça représente 5 mois de travail à passer que sur le traitement des échantillons de plantes. Donc c'est déjà un peu beaucoup, on ne peut pas faire plus. Après, du coup, la partie sélection et récolte, c'est là où je passerai du coup sur la partie des tests, qui commencera normalement en juillet 2026, avec la majeure partie qui sera faite à l'IRD à Toulouse en France. L'autre question qui vient derrière, du coup, c'est à quoi ça sert tout ça? Ça sert à faire des monographies. Et la question qui vient derrière, c'est qu'est-ce qu'une monographie? Une monographie, c'est une carte d'identité de la plante avec les noms scientifiques, les noms vernaculaires, l'utilisation médicale, les préparations magistrales, comment on la prépare, avec du coup les précautions et recommandations associées. Et les monographies ne sont pas juste là que pour les lire, elles sont là pour informer la population, notamment en termes d'automédication, pour pouvoir se soigner de manière sûre, surtout avec le manque médical pour le moment où les gens vont plus vers la médecine traditionnelle. Pour informer le personnel médical, pour qu'ils aussi sachent qu'est-ce que les gens utilisent, pour pouvoir aussi, pas forcément peut-être prescrire, si le centre de pouvoir de prescrire, mais au moins savoir ce que les gens utilisent. Et aussi pour l'industrie, en termes de phytomédicaments, de compléments alimentaires, en cosmétiques, ou encore d'autres applications qu'un entrepreneur local voudrait mettre en place. Pouvoir mettre en place des monographies permet de certifier les plantes, d'avoir une certaine officialisation des plantes. Et dans le monde, plusieurs pays ont pu ont pu mettre ça en valeur. Notamment à La Réunion, la CAEB, la coopérative agricole d'huile essentielle de Bourbon, a signé avec Shiseido et Louis Vuitton récemment des partenariats pour pouvoir, avec les entrepreneurs locaux pour pouvoir mettre en place les nouveaux parfums de leur gamme. En Polynésie française, depuis le décret de 92-340 pour le Monoï Tahiti, plusieurs entreprises nationales ont mis en place en fait, des partenariats avec des entreprises locales, notamment pour le dernier avec Adopt pour la mise en place d'un parfum du coup. Et en termes de phytomédicaments, en Afrique, au Ghana et au Nigeria, il y a eu le Nibima qui a été mis en place et commercialisé pour le paludisme et le Niclovix, drépanocytose. Tout ça aussi à partir de plantes médicinales. La dernière question qu'on me pose pour moi, du coup, c'est quoi la suite pour moi?
La suite, du coup, c'est de pouvoir continuer ce travail sur les autres plantes de Nouvelle-Calédonie. On n'a fait que 6 plantes, de par le temps et le budget. Mais avec la confiance de la population et éventuellement peut-être l'intérêt public, on aurait peut-être pouvoir continuer sur les autres plantes médicinales en Nouvelle-Calédonie. Pouvoir étendre la méthode métabolique au-delà des plantes médicinales. C'est une nouvelle science que je vais être formé dessus, pouvoir ramener les compétences ici. Et peut-être pouvoir l'étendre à plus loin que les plantes médicinales serait intéressant pour la recherche en Nouvelle-Calédonie. Pour mettre en valeur les plantes grâce aux monographies, que ce soit par l'intégration au système de santé, comme j'ai dit, si certains médecins, notamment au CMS, pour les gens un peu moins fortunés, voudraient passer par une médecine traditionnelle, que le médecin puisse les conseiller en connaissance de cause. Pour la valorisation économique, de par la création d'industries locales ou de partenariats internationaux. Et enfin, le dernier point, c'est pour informer la population, que ce soit pour sécuriser l'automédication, pour éviter les intoxications aux plantes, mais aussi pour pouvoir sauvegarder les savoirs traditionnels, qui est un aspect important du coup pour moi. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour des questions. Merci Cédric pour ton exposé dynamique et qui est également, on va dire, facilement là, accessible. On voit la maîtrise du pharmacien, de notre collègue Édouard, sur tout ce qui est chimie des substances naturelles. Donc, je vais interroger le jury. Si le jury a des questions. Oui, Fabien, IAC. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation, très claire. Alors j'ai plusieurs questions, mais je vais en poser qu'une seule. C'est, d'un point de vue de la littérature, qu'est-ce qui est connu justement sur les hyperaccumulateurs et leur intérêt au niveau médicinal? Les activités qu'il pourrait y avoir en fait qui changeraient par rapport à d'autres plantes. C'est pas par rapport à qu'est-ce qu'ils apportent à la médecine traditionnelle, c'est parce qu'en fait, il y a commencé à avoir un nouvel élan dans la recherche pour vérifier les intoxications aux métaux dans les plantes, notamment pour tout ce qui est médecine chinoise, médecine ayurvédienne. Mais du coup, en fait, il est probable que justement, c'est ce qu'on va essayer de voir, que les plantes accumulent des métaux dans diverses parties de la plante et que les gens l'utilisent et s'intoxiquent petit à petit sur une intoxication chronique des métaux. Il y a eu plusieurs cas décrits d'intoxication chronique des métaux dans le monde, notamment par rapport au dysfonctionnement endocrinien, par rapport au diabète, au cholestérol. Et effectivement, c'est le but, c'est d'essayer de voir si on n'est pas en train de s'intoxiquer sans se rendre compte en essayant de se soigner. Si j'ai répondu à côté. Oui, très bien. Non. Et du coup, l'hypothèse, c'est plus qu'il y aurait un effet négatif de ces plantes-là plutôt que des nouvelles activités potentielles avec intérêt. On va tester les activités, mais l'hypothèse de base, c'est savoir si la plante accumule. Pour l'instant, il n'y a pas eu de recherche sur l'accumulation des métaux dans les plantes que j'ai sélectionnées. Mais en tout cas, par exemple, pour la première plante utilisée par plus de la moitié de la cohorte, de manière habituelle, le Coleus forsteri et le Miché. Le Coleus est connu comme une famille de plantes qui sont utilisées pour la phytoremédiation, qui accumulent beaucoup de métaux du sol. Donc éventuellement voir que le Coleus qui pousse sur la terre rouge accumule des métaux ne serait pas forcément choquant, mais d'au moins prévenir la population de ne pas forcément prendre sur ce côté-là. Merci beaucoup pour votre exposé vraiment très très clair. Donc Monique a parlé tout à l'heure de pratique de recherche participative. Bon, on voit déjà, alors que vous êtes en thèse depuis très peu de temps, les enjeux, puis aussi éventuellement les implications possibles au niveau de la valorisation sociale et sociétale. Ma question, elle porte sur le travail avec les communautés, avec les personnes. Voilà, vous avez parlé de savoir traditionnel. Au niveau de la démarche scientifique de type un petit peu ethnographique, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la manière de mener le travail et de valoriser ce qu'on pourrait qualifier de savoir expérientiel, savoir autochtone, voilà, quelle est la part dans la valorisation, dans la reconnaissance et dans la production des savoirs dans le cadre de votre thèse? Je vais essayer de vous dire toutes les questions. Alors, en premier, du coup, par rapport à comment se passent les enquêtes, il y a toujours un formulaire de consentement que je lis avec la personne pour vraiment l'informer de qu'est-ce que je prends comme données, qu'est-ce qui se passe derrière des données, mais aussi pour dire que tout est anonyme et que les données vont être publiques. Parce qu'il y a aussi ce gros tabou en Nouvelle-Calédonie sur les plantes médicinales. Et il y a des gens où, en fait, l'enquête se passe, et au bout d'un moment, il me dit finalement, on ne la dit pas, garde cette plante pour toi. Donc, on respecte ce que les gens veulent pour éviter, juste pour pouvoir construire ce lien de confiance en fait, avec les communautés. Pour tout ce qui est valorisation derrière, après l'enquête, ça dépend du budget, du temps que j'ai, mais ça me tient beaucoup à cœur de pouvoir mettre en place un petit livret qui récapitule en fait les 20 à 25 premières plantes citées par l'étude, savoir comment elles sont utilisées, pourquoi elles sont utilisées, comment les utiliser, comment ne pas les utiliser aussi, parce que je demande aussi à la population
pourquoi vous utilisez la plante, comment vous utilisez la plante, mais comment vous n'utilisez pas aussi la plante, chez qui vous ne voulez pas utiliser, femmes enceintes, les bébés, si une personne asthmatique par exemple. Et du coup, de pouvoir essayer de récapituler tout ça dans un livre, pouvoir distribuer aux communautés que j'ai pu approcher. Mais il y a aussi à la fin de l'étude, comme j'ai dit, avec mon programme, qu'on va de par le protocole de Nagoya pour la restitution des connaissances aux populations, j'ai prévu un petit moment, ça dépend 1 ou 2 mois, où en fait je vais essayer de passer voir les conseils coutumiers que j'ai déjà vu auparavant, pour essayer d'organiser des réunions aux maisons communes, pour rassembler le plus de personnes, pour pouvoir justement restituer en fait ces connaissances. Toutes les enquêtes que j'ai menées, à chaque fois à la fin, j'ai obtenu quasiment 140 adresses mail pour pouvoir leur redistribuer le livret, parce que je ne suis pas sûr de les recroiser, ces personnes-là. Je leur ai dit, je peux vous envoyer par mail le livret et tout. Il y a vraiment besoin de la population qui veut que je leur rende, que je partage aussi les connaissances que j'ai. Ce que je fais du coup en cours d'entretien, généralement avec les personnes. Donc c'est prévu à la fin du coup de ma thèse de restituer tout ce qui va, le maximum d'informations que j'ai, que ce soit aussi sur les études anthropologie, que ce soit comment les gens utilisent la médecine traditionnelle, mais aussi les activités que j'ai pu trouver derrière, et aussi les dangers associés. Le but, c'est justement d'informer la population et de sécuriser l'automédication en plantes médicinales. Merci, Malik. Madame. Bonjour et merci pour cet exposé. Alors moi je ne suis pas du tout scientifique, mais j'ai une question par rapport vous disiez que vous alliez donc prélever des échantillons. Est-ce que vous avez fait un parallèle avec peut-être des zones géographiques qui sont connues pour étant avec une teneur forte en métaux lourds justement, et vous concentrez sur ces zones-là, ou est-ce que vous faites abstraction de cette donnée d'entrée ? On a essayé justement de prendre toutes les zones en Calédonie, y compris les zones très chargées en métaux. Par exemple, il y a aussi à Koné, on va essayer de récolter près du bateau de Konyambo pour avoir des zones très chargées. On veut essayer de voir, en fait, on a essayé de récupérer, comme j'ai dit, je ne crois pas que j'ai sur ma diaporama la carte, mais en fait, on avait fait une étude, j'ai pu voir avec M. Maximilien Mathian, justement, pour choisir les terrains, et en fait, on a choisi les terrains avec pour représenter tous ce type de sol. Donc oui, on essaie vraiment aussi d'avoir cette comparaison sol chargé, sol pas chargé en Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. Moi j'ai une question sur les plantes et sur ton plan d'échantillonnage. Est-ce que c'est connu j'arrive pas à tourner bien ma question, pardon. Est-ce que, en fonction de la période à laquelle tu vas échantillonner tes différentes plantes, tu peux émettre l'hypothèse que l'activité change? Les plantes ont des cycles biologiques, elles accumulent, elles sont plus ou moins actives à certains moments de leur cycle de vie. Est-ce que c'est quelque chose qui est connu? Est-ce que c'est susceptible d'impacter une partie de tes résultats? Oui, il y a 2 écoles pour ça, je ne sais pas trop laquelle prendre, mais il y a celles qui disent qu'en saison chaude, les plantes sont plus actives parce qu'elles poussent mieux, les feuilles sont là. Il y a aussi l'inverse qui me disent qu'en saison fraîche, les plantes sont aussi plus actives parce que du coup, elles sont un peu en période de stress, et c'est là où la plante commence à sortir peut-être d'autres molécules différentes pour se défendre du froid, pour passer à un autre stade. Moi, honnêtement, je pense qu'on aurait peut-être fallu pas récolter en saison chaude. Je me dis que c'est là où la plante vraiment pousse le mieux, qui a le plus meilleur taux de croissance. Mais de par le temps qu'on a et tout, on ne pouvait pas attendre janvier pour commencer ma thèse. Du coup, on a dû commencer maintenant. Et on a récolté du coup maintenant. Donc peut-être qu'il y aura un impact, mais comme en Calédonie, le delta de température entre saison fraîche et saison chaude n'est pas forcément si grand. Je ne m'attends peut-être pas à avoir une différence significative entre les deux. Alors, Madame la directrice, professeure Peggy Genkel-Grillon, chimiste. Merci, ce ne sera pas une question de chimie. Merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'ai une question par rapport à l'évaluation du risque. Admettons effectivement qu'il y ait des concentrations en métaux qui peuvent poser souci, ou la présence de certaines molécules qui pourraient poser souci. Est-ce que les différents types d'exposition vont être testés? J'entends par là, il y a des plantes qui peuvent être consommées, donc le risque est lié à l'ingestion. Il y a des plantes qui peuvent être utilisées en badigeonnant des baumes ou sur la peau. Donc voilà, est-ce que les différents types d'exposition, ingestion, inhalation, contact avec la peau seront évalués? Au début, c'était un des critères que j'ai mis dans mon tableau de score,
j'appelle ça le taux d'intrusivité, où en fait j'ai mis un score sur est-ce que c'est une exfoliation externe, est-ce qu'on met sur les muqueuses, ou carrément est-ce que c'est une ingestion. Ce score-là est sorti parce qu'en fait les plantes qu'on a choisies sont toutes ingérées. Mais si dans le s'il y avait lieu d'avoir une plante qui est utilisée que de manière externe et 2-3 fois de manière plus ou moins intrusive dans le corps, peut-être qu'on aurait pu monter ça. Mais je pense que de manière réaliste, une étude de ce plan-là, c'est plus une étude de type phase 1, phase 2 pour un médicament qui demande beaucoup plus de moyens, qui demande peut-être même d'avoir des modèles humains. Et c'est un peu compliqué du coup de pouvoir organiser ça sur une thèse avec un budget un peu limité. Mais si jamais, par exemple, ça part sur un phytomédicament, ce serait une des obligations que pour avoir une AMM pour distribuer sur le marché. Merci pour ces éclaircissements. Je rejoins un peu la question là. Pour les tests d'activité, notamment toxicité, est-ce que ça va être fait sur des donc molécules purifiées totalement? Et est-ce que tu vas considérer l'interaction avec les métaux? Parce que si elles sont ingérées, et dans un format plus brut, je dirais, je pense qu'elles ont, les solutions ont des fortes concentrations de métaux, mais si tu purifies les molécules, il n'y a plus de métaux, donc tu peux louper des interactions. L'interaction de toxicité liée par le métal, je ne pense pas qu'elle pourra être testée, parce que du coup, de par l'extraction que je vais faire, en fait, je ne vais pas pouvoir récupérer. La toxicité des métaux va être plus ou moins présumée de par les normes internationales qui ont été mises en place par l'OMS pour la teneur en métaux dans les plantes médicinales. Mais pour la toxicité de base, ça va juste être une exposition de l'extrait sur cellules saines. Et après, à voir si éventuellement, si par exemple on trouve une activité intéressante sur les tests biologiques, que ce soit en termes antifongiques ou anti-inflammatoires par exemple, si jamais plus loin on voit qu'il y a peut-être une valorisation directe avec une extraction, que la molécule est présente en grande quantité, qu'il y a une valorisation industrielle qui est juste derrière à la clé, peut-être que là on va commencer à tester cette molécule-là en site toxique, savoir si elle faire des tests plus de type ADME, administration, distribution, métabolique et élimination, des tests pharmaceutiques pour vraiment aller voir plus loin. Je ne peux pas, si oui ou non, je peux pas savoir là, oui ou non, même prédire si on va avoir une sorte de médicament à la clé. C'est un peu compliqué toujours à savoir si on peut avoir un médicament à la clé et pouvoir avoir le luxe de faire ces tests-là derrière, du coup. Merci. Oui, merci. Est-ce que vous avez prévu dans les résultats de mettre en avant risque-bénéfice? Oui, oui, surtout. Parce que je suis en train aussi de faire en même temps c'est un peu compliqué parce que je fais plein de trucs. Mais j'essaie de voir si je vais mettre en place une revue sur les intoxications des plantes en Océanie. J'ai contacté les centres antipoison, des hôpitaux, des médecins, le toxicologue de l'hôpital, M. Yann Barguil ici au CHT, pour essayer de voir si effectivement il y a déjà eu des cas d'intoxication. Ça va être aussi dedans en fait pour montrer à la population, faire un premier exemple, parce qu'il y a aussi cette fausse idée que la population a, que c'est naturel, donc c'est sans danger. Donc le but justement c'est un peu de prioriser ce mythe-là, qui est quasiment la première chose que je dis quand j'arrive dans l'enquête, où j'aide justement les gens à comprendre qu'effectivement il y a des dangers. Après c'est là où ils sortent, oui c'est vrai qu'il y a des dangers, celle-là n'est pas pour les asthmatiques, celle-là n'est pas pour les femmes enceintes, et je les note, c'est dans mon tableau justement que des remèdes où justement il y a des précautions derrière, que je vais essayer de faire ressortir parce que c'est un aspect très important de la médecine traditionnelle. Parce que je ne veux pas que les résultats de mon enquête servent de jurisprudence sur savoir comment utiliser les plantes. Je veux déjà qu'elles servent sur savoir comment les utiliser en termes de savoir traditionnel, mais je ne veux pas non plus dicter qu'est-ce qu'il faut utiliser. Ça, c'est plus les tests derrière qui vont pouvoir me dire si c'est surutilisation ou pas, et les monographies qui vont officialiser les trucs derrière. Déjà, oui, il y aura un retour sur la population pour souligner les risques et de ne pas trop non plus utiliser à travers les plantes. D'accord, merci. Bien. Donc, une question dans le public à Samson. Allez, question courte, réponse courte. Hein. Ok, derrière aussi. Allez. Merci Cédric. Je voulais juste savoir, le prélèvement des échantillons, c'est fait sur la base d'êtres insectes ou est-ce que vous avez des ondits, on vous dit que cette espèce se situe dans tel milieu? Et aussi, est-ce que quand vous prélevez des échantillons, vous décrivez aussi l'environnement parce que les espèces qui sont à côté peuvent influencer la bioaccumulation avec la mycorhisation? Est-ce que vous décrivez un peu l'environnement ambiant?
Juste, tu peux répéter la première partie de la question? J'ai pas bien compris la première partie. Les transects, c'est-à-dire vous partez d'un chemin A, d'un point A à un point B, en regardant les espèces qui sont autour pour marcher dans les sous-bois pour aller récupérer l'espèce. Ok, alors du coup, pour la première question, généralement, on voit avec des collecteurs. On travaille ici avec le Centre culturel Chibaou pour voir les collecteurs des aires, mais aussi avec nos contacts personnels pour essayer d'aller dans différentes aires et récolter du coup les plantes de manière un peu plus efficace. On leur dit généralement essayer de trouver les plantes en triplicata à côté, et comme ça, on va directement. Après, c'est comme ça qu'on repère du coup les plantes ensemble. On repère les plantes via les gens qui connaissent les régions. Pour la description de l'environnement, on décrit l'environnement autour avec. Je sais que moi je le fais au cas où. C'est vrai que je n'avais pas forcément pensé à ce plan-là, mais de base j'avais fait effectivement de décrire en fait un peu que ce soit l'environnement, la plante, parce qu'elle est près de la forêt, près de la mer. J'ai pas pensé effectivement aux espèces qui sont à côté. Pour l'instant, ce qui paraît un peu bizarre parce qu'on ne récolte pas forcément en forêt des fois, les espèces qu'on a collectées sont quasiment toujours en fait seules à côté. Il n'y a pas forcément de plantes à côté. Mais si jamais il y a une plante, la prochaine fois que je récolterai, là on est au début des récoltes, mais c'est un bon point que vous avez relevé, si jamais la prochaine fois je vois des plantes vraiment collées qui pourraient influencer justement la métabolomique de la plante, je ferai en sorte de la noter dans l'étude et de prendre un échantillon pour pouvoir l'identifier à l'herbier du coup. Merci pour la question. C'est vrai qu'il y a une dernière question. Ah non, pas de question? Ça va. Bien, y a-t-il d'autres questions dans l'Assemblée? Non? Ah, non, non. Ok, parfait. Merci Cédric. Merci beaucoup à vous.